Impasse à Mariupol, bombardement russe loin derrière la ligne de front, le point sur la guerre qui continue de faire rage en Ukraine. Pouvoir d'achat, environnement ou encore guerre en Ukraine, de nombreux chantiers attendent le président réélu Emmanuel Macron. 43 milliards d'euros pour acheter Twitter. L'homme d'affaires Elon Musk s'offre la plateforme de discussion. Il veut changer les règles de modération. Mariupol n'est plus qu'une ville fantôme. Pilonnée par l'armée russe depuis le début de la guerre, ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine serait détruit à 90% selon les autorités ukrainiennes. Mais au moins 100 000 civils y seraient encore coincés. 1 millier d'entre eux sont retranchés dans les galeries souterraines du complexe métallurgique d'Azovstal, dernier bastion encore aux mains des combattants ukrainiens qui diffusent ces images. Leur évacuation est toujours impossible. Sans couloir humanitaire, leur sécurité n'est pas garantie. La Russie avait pourtant annoncé un accord en ce sens, cessez-le-feu à l'appui, une information aussitôt démentie par Kiev. Dans le centre-ouest de l'Ukraine, des missiles russes se sont abattus sur des installations ferroviaires dans la région de Vinnytsia, entièrement contrôlée par l'Ukraine et loin derrière les lignes de front. Bilan au moins 5 personnes tuées et 18 autres blessées, selon les autorités locales. Samedi, la ville portuaire d'Odessa a été frappée par plusieurs missiles russes, faisant au moins 8 morts. L'un d'eux a touché un immeuble résidentiel, tuant un bébé de 3 mois, sa mère et sa grand-mère. Le président Zelensky a promis de trouver les responsables. À Zaporijjia, dans l'est de l'Ukraine, pas question de faciliter la tâche aux forces russes. L'armée ukrainienne creuse des tranchées pour renforcer ses lignes de défense et repousser une offensive. C'est vraiment nécessaire car l'ennemi est insidieux. Nous ne savons pas quelles seront les actions suivantes de l'ennemi et nous devons préparer la ville pour la défense. À ce jour, il n'existe aucun bilan global des victimes. Rien qu'à Mariupol, les autorités parlent de 20 000 civils morts. Côté russe, le Kremlin admet des pertes importantes sans donner de chiffres. À l'assaut d'un pétrolier russe. Nous sommes en Norvège où des militants de Greenpeace empêchent le navire de livrer son pétrole à Oslo. Portant des brassards et des drapeaux arc-en-ciel, ces Norvégiens ont déployé des banderoles déclarant la guerre au carburant russe pour manifester contre le conflit en Ukraine. Greenpeace s'est enchaîné à l'ancre de l'énorme pétrolier Ust-Luga qui est chargé de pétrole russe à destination du terminal Esso, ici en Norvège. Greenpeace exige que la compagnie pétrolière Esso et le gouvernement norvégien n'importent pas de pétrole russe en Norvège car il sert à financer la guerre de Poutine en Ukraine. Et c'est mal. L'achat de pétrole russe finance la machine de guerre de Poutine en Ukraine. Ces exportations sont importantes pour la Russie. C'est une honte que la Norvège permette cela. Nous demandons donc qu'ils arrêtent cette importation. Mais ce sont les militants de Greenpeace qui ont été arrêtés par la police norvégienne. Le Ust-Luga, affrété par la compagnie pétrolière russe Novatek, transporte 95 000 tonnes de carburant. Il vient d'un port près de Saint-Pétersbourg. Selon la porte-parole d'Esso, Norvège, le pétrolier n'a pas été affecté par les sanctions occidentales contre la Russie, car le contrat a été signé avant l'invasion de l'Ukraine. Lors du discours qui a suivi l'annonce de sa réélection, Emmanuel Macron l'a assuré, ce nouveau mandat ne sera pas dans la continuité de celui qui s'achève. Le président est en effet attendu sur plusieurs chantiers prioritaires qu'il souhaite lancer dès le début de son quinquennat. En premier lieu, le pouvoir d'achat, alors que de nombreux produits ont subi dernièrement une hausse des prix importante, comme l'énergie, l'alimentation ou les matières premières. Emmanuel Macron avait promis sur TF1 le 13 avril de faire adopter dès cet été une loi exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, en augmentant notamment les pensions de retraite. Il propose aussi un chèque alimentaire pour les plus modestes, une revalorisation des minima sociaux et des salaires de certains fonctionnaires, ou encore une nouvelle prime défiscalisée pour les employés allant jusqu'à 6 000 €. Autre chantier qu'il souhaite lancer rapidement, la réforme des retraites. Une mesure déjà très contestée, ce qui a poussé Emmanuel Macron à revoir sa copie durant l'entre-deux tours. Il souhaite désormais repousser de 4 mois par an l'âge de départ pour arriver à 64 ans en 2027 ou 2028, avec une clause de revoyure en 2031 pour un éventuel passage à 65 ans.
Le président élu est également attendu au tournant sur l'écologie, alors que son dernier mandat n'a pas été à la hauteur des ambitions et que l'État français a été condamné pour inaction climatique. Là encore, Emmanuel Macron a multiplié les promesses durant l'entre-deux tours. Son futur Premier ministre sera par exemple directement chargé de la planification écologique pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il prévoit aussi la construction de nouveaux EPR nouvelle génération et de parcs éoliens en mer, ou encore la rénovation énergétique de 700 000 logements par an. Enfin, le président réélu devrait être rapidement rattrapé par les dossiers internationaux, notamment la guerre en Ukraine. Alors qu'il est toujours à la tête du Conseil de l'Union européenne, le chef de l'État français devra s'attaquer aux questions du gaz et du pétrole russe. Emmanuel Macron a également affirmé qu'il souhaitait maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu. Aucune rencontre n'est toutefois prévue pour l'instant. Le chef de l'État se rendra d'abord à Berlin pour rencontrer, comme le veut la tradition, son homologue Olaf Scholz. Comme un air de déjà-vu à l'ombre de la Tour Eiffel, les prochains jours seront un bis repetita pour Emmanuel Macron, du moins du point de vue institutionnel. Pour le reste, il va falloir s'adapter au message envoyé par les Français. Le Conseil constitutionnel doit publier les résultats officiels de l'élection présidentielle mercredi. Le même jour, Emmanuel Macron tiendra un Conseil des ministres. Le mandat d'Emmanuel Macron prend fin le 14 mai. Il devra donc fixer une date pour sa cérémonie d'investiture d'ici là au Palais de l'Élysée. C'est la 4e fois qu'un président se succède à lui-même sous la Ve République et cela rend généralement cette cérémonie moins spectaculaire. Verra-t-on à nouveau Emmanuel Macron remonter les Champs-Élysées ? En 2002, Jacques Chirac, pour sa réélection, y avait renoncé. Habituellement, 21 coups de canon sont tirés pour marquer l'inauguration, bien que les présidents François Mitterrand et Jacques Chirac aient tous les deux sauté cette tradition pour leur réélection en 1988 et 2002. Ces deux présidents avaient aussi renoncé à se faire retirer le portrait. Sauf surprise, la photo officielle du nouveau chef de l'État devrait rester la même. Enfin, côté gouvernement, le Premier ministre avait annoncé en début de semaine qu'il démissionnerait après l'élection, mais certains disent que Jean Castex pourrait rester jusqu'aux législatives de mi-juin, prochain rendez-vous politique pour les électeurs. Twitter passe entre les mains du milliardaire Elon Musk. L'homme d'affaires sud-africain avait fait une première proposition de rachat du réseau social il y a 2 semaines. Il se l'offre finalement pour plus de 40 milliards d'euros. J'espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter. C'est ce que signifie la liberté d'expression, a tweeté le patron de Tesla et de SpaceX. Musk est un des critiques de la plateforme et il veut transformer ses règles de modération. Ce libertarien les assimile à de la censure. L'année dernière, Twitter avait supprimé le compte de l'ex-président américain Donald Trump pour incitation à la violence après l'assaut du Capitole. Trump exclut un quelconque retour. À Washington, Joe Biden laisse entendre son inquiétude. Peu importe qui détient ou dirige Twitter, le président est depuis longtemps préoccupé par la puissance des grands réseaux sociaux. Le pouvoir qu'ils ont sur notre quotidien plaide depuis longtemps en faveur de leur responsabilisation pour les torts qu'ils créent. De nombreux responsables politiques s'inquiètent de l'arrivée d'Elon Musk à la tête de la plateforme. Pour beaucoup, Twitter ne lutte déjà pas assez contre la haine et la désinformation pour ses 330 millions d'utilisateurs. Football anglais contre football espagnol. Manchester City contre le Real Madrid ce mardi soir en demi-finale allée de la Ligue des Champions. On va souffrir, prévient Pep Guardiola pour ce match face au roi de la compétition. Les Anglais finalistes l'an dernier rêvent d'un premier sacre en Ligue des Champions. Pour les Citizens, jouer contre Madrid est un test incroyable. Être là dans les dernières étapes avec les meilleures équipes du monde en Europe, être ici, c'est bien. Maintenant, nous essayons d'être nous-mêmes, de bien rivaliser et nous devons faire 2 matchs exceptionnels pour atteindre la finale. Et j'espère que nous pourrons le faire. Les Merengues, eux, ne rêvent que de victoire finale au Stade de France après celle remportée contre Valence en 2000. Leur atout numéro 1, Karim Benzema, bourreau du PSG de Chelsea au tour précédent, auteur de 7 buts sur ses 3 dernières soirées européennes, le Français pourrait une nouvelle fois faire la différence.
L'autre demi-finale mercredi sera aussi anglo-espagnole. Liverpool devra se méfier de Villarreal qui a dompté la Juventus puis le Bayern. Les Espagnols atteignent le dernier carré pour la deuxième fois de leur histoire.